Akira est l'enfant calme que personne ne remarque dans la vie, jusqu'à ce qu'un cercle magique entraîne sa classe dans un nouveau monde. Cela ressemble à une histoire sympa d'Izuke. Cependant, tout change lorsqu'il se rend compte qu'il possède des statistiques d'assassin OP et décide de les utiliser pour révéler le faux plan de héros du roi. L'histoire commence avec un assassin regardant un bâtiment lorsqu'il sent soudain une forte présence à proximité. Regardant vers le haut, ses yeux s'écarquillent sous le choc lorsqu'il réalise qu'il s'agit du légendaire assassin silencieux. Malheureusement, l'assassin a la même cible que l'assassin de renom. Malgré cela, l'assassin refuse d'abandonner sa cible sans combat. Il tourne rapidement en rond autour de l'assassin silencieux et lui lance plusieurs couteaux, mais tous traversent son corps. Surpris et confus, l'assassin se prépare alors que tous deux se précipitent l'un vers l'autre. Une bataille féroce s'ensuit et l'assassin silencieux le domine facilement avant de lancer la lame de l'assassin malchanceux haut dans les airs. L'assassin tente désespérément de le poignarder avec ses couteaux, mais l'assassin silencieux disparaît et réapparaît derrière lui en un instant. Le combat continue et l'assassin silencieux enfonce ses couteaux profondément dans la jambe et le bras de l'assassin. Le pauvre homme est réduit au silence pour toujours lorsque la lame qui a été lancée au-dessus tombe tout droit et lui transperce la poitrine. L'assassin silencieux tourne alors son attention vers la cible, grinçant des dents avec un air de vengeance alors qu'il lève sa lame, prêt à terminer le travail. L'histoire revient ensuite sur Terre où le président du conseil étudiant est invité à sortir avec ses amis, mais Tsukasa refuse poliment, expliquant qu'il doit finir de trier le budget du club. Pendant ce temps, une fille nommée Shiori est en train de coudre la veste d'un camarade de classe et mérite des éloges pour toujours aider les autres. Dans la classe, les élèves discutent en aérien, à l'exception d'un solitaire et discret nommé Actra Oda, assis seul, en train de grignoter du pain tout en lisant un manga. Nades s'approche de lui, jetant un coup d'œil curieux et commentant qu'il aime aussi le même manga. Il demande à Akira s'il aime les histoires d'isekai, mais le solitaire répond avec désinvolture qu'il lit simplement tout ce qu'il peut trouver gratuitement. La plupart des élèves savent à peine qu'Akira existe, puisqu'il ne se démarque jamais et reste pratiquement invisible. Chaque fois que quelqu'un essaye de lui parler, cela semble irréel à Akira. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cela allait changer pour toujours. Sorti de nulle part, son téléphone s'éteint soudainement et tout le monde dans la classe se lève, confus. Shairi panique et crie avec le reste de la classe alors qu'un cercle magique brillant se forme au-dessus de leur tête. En un instant, le cercle s'active et toute la classe est transportée dans un mystérieux monde isekai. Tandis que certains étudiants sont sous le choc, se demandant s'ils n'ont pas été pris dans une attaque terroriste, d'autres sont simplement soulagés d'être encore en vie. Soudain, un vieux bonhomme apparaît devant eux et fait taire la foule en annonçant que le roi souhaite leur parler. Quelques étudiants soupçonnent qu'il s'agit d'une sorte de cosplay élaboré et commencent à protester avec confusion, exigeant de savoir ce qui se passe. Le roi s'avance alors et explique qu'ils ont été convoqués dans un monde connu sous le nom de Morrigan au sein de la plus grande nation du continent humain appelée Redis. Il leur dit que leur royaume vit dans la peur constante d'une invasion démoniaque, c'est pourquoi ils ont invoqué des héros d'un autre monde pour vaincre le seigneur démon. Nadez est ravi car il a toujours aimé les histoires d'Ike, et même Akira ressent une étrange étincelle d'excitation. Le vieux bonhomme se rapproche alors et explique que parmi eux, un seul sera choisi comme véritable héros. Il demande aux élèves de placer leurs mains une à une sur un cristal lumineux. Daisu se précipite le premier avec impatience, posant sa main sur le cristal, et le vieil homme lui dit d'imaginer son statut dans son esprit. Le cristal identifie Daisu comme un dompteur, et le vieil homme lui assure de ne pas s'inquiéter, puisque ses capacités dépassaient déjà celles des gens ordinaires de ce monde, ce qui signifie qu'il a un grand potentiel pour devenir un champion. Ensuite, Yuki s'avance et se révèle être un mage dissipant, suivi de Tomoyasa, qui s'avère être un chevalier, puis de Shaori, dont le rôle de guérisseuse correspond parfaitement à sa personnalité gentille et attentionnée. Alors que les autres s'impatientent, le vieil homme leur dit qu'ils peuvent vérifier leur statut en criant leur statut à haute voix sans toucher le cristal. Nanae se révèle être un mage du vent, tandis qu'Akira devient un assassin. Quand Akira jette un coup d'œil au statut de l'autre, il remarque quelque chose d'étrange, puisque ses statistiques semblent être cassées, dépassant de loin celles de tous les autres, presque comme si elles étaient erronées. Pendant ce temps, c'est le tour de Tsukasa, et comme prévu, le président de classe s'avère être le héros dont la puissance d'attaque est déjà le double de celle d'un soldat pleinement entraîné dans ce monde. Alors que tout le monde admire le héros, Akira est troublé par le fait que ses propres statistiques sont encore plus élevées que celles de Tsukasa. Alors que le nombre d'élèves restants diminue, et que son tour approche, Akira commence à se méfier de l'histoire du seigneur démon.
Bien qu'il n'ait aucune raison concrète d'en douter, quelque chose ne va pas, alors il décide d'être prudent. En parcourant son tableau de compétences, il trouve une compétence appelée présence cachée, qu'il active et disparaît juste avant son tour. Une fois que le vieux bonhomme a fini d'enregistrer les statistiques de chacun, il leur demande de se reposer dans leurs appartements et Akira les suit silencieusement à distance. Levant les yeux, il aperçoit une caméra cachée et se rend compte qu'ils sont surveillés, ce qui confirme ses soupçons selon lesquels le roi cache quelque chose. En partant, le commandant royal Saren Mitrae regarde dans sa direction et sourit. Cette nuit-là, Akira trouve une vieille pièce rouillée abandonnée dans le château et décide d'y rester pour la nuit, mais sort plus tard pour recueillir des informations. En sortant et en admirant le paysage, il se rend compte qu'ils ont véritablement été transportés dans un autre monde. Testant ses capacités, il saute par-dessus les toits et est impressionné par sa force physique, se demandant si c'est le genre d'amélioration souvent décrit dans les histoires de grottes de glace qu'il a lues. Soudain, il entend une conversation et décide d'écouter. En se rapprochant, il aperçoit la princesse parlant avec le roi, qui lui demande de garder les étudiants convoqués à l'écart des archives afin qu'ils n'en découvrent pas trop sur ce monde et ne deviennent des obstacles à son plan. Akira ne parvient pas à comprendre tous les détails, mais il est certain que le roi ne prépare rien de bon. Il sort son poignard, envisageant d'assassiner le roi sur le champ, mais décide de ne pas le faire et se retire pour éviter d'attirer l'attention. Le lendemain matin, alors que tout le monde prend son petit déjeuner, Akira les rejoint tranquillement alors qu'il est toujours caché, observant le groupe et se demandant s'il doit les avertir de ce qu'il a entendu, même s'il doute que quiconque le croirait. À ce moment-là, Tsukasa se lève et s'adresse à la classe, disant qu'ils sont devenus plus forts et qu'il est de leur devoir d'aider les gens de ce monde. Il annonce son intention d'accepter la quête d'assujettissement du roi démon et demande à tout le monde de le rejoindre. Les étudiants acceptent avec enthousiasme, laissant Akira se rendre compte qu'il n'hésite pas à les convaincre. Plus tard dans la journée, tous les étudiants sont présentés à Saren Mitrae, le chevalier commandant du royaume, qui est accompagné de son vice-commandant, Gilles, et ensemble, ils se voient confier la tâche de former les étudiants convoqués. Saren les informe que leur formation durera 1 mois, après quoi ils seront emmenés dans le labyrinthe souterrain pour leur première mission. Pendant que les autres écoutent attentivement, Akira reste caché à proximité, observant tout et décidant que pour l'instant, il vaut mieux se concentrer sur la collecte d'informations. Pendant ce temps, Saren dit à Gilles de s'occuper des choses en son absence et s'enfuit. Akira se dirige finalement vers la fontaine du château, ignorant que Saren l'a suivi. Le commandant apparaît soudainement à côté de lui, lui demandant s'il cherche quelque chose, ce qui surprend Akira, qui se demande si sa compétence de dissimulation a une limite de temps. Saren répond à ses préoccupations et explique qu'il possède des yeux mystiques qui lui permettent de percevoir les différences de température, lui permettant ainsi de voir à travers ses capacités de dissimulation. Lorsque la précision atteint son poignard, Saren lui assure calmement qu'il n'a pas l'intention de l'exposer, même au roi. Toujours méfiant, Akira se demande si Saren est du même côté que le roi, ce à quoi Saren répond que l'ordre des chevaliers en veut à la règle actuelle et laisse entendre qu'il serait préférable de garder leur conversation secrète. Akira accepte prudemment ce geste amical et les deux s'assoient ensemble près de la fontaine. Il dit à Saren qu'il souhaite accéder aux archives royales puisqu'il ne connaît rien de ce monde. Saren lui pose des questions sur son niveau de compétence en dissimulation et est surpris d'apprendre qu'il est déjà au maximum. Quand Akira admet que ses autres compétences sont encore de niveau 1 et qu'il ne sait pas comment les améliorer, Saren sourit et promet de lui apprendre personnellement comment les maîtriser. Pour une raison quelconque, Akira se sent vraiment excité, mais au fond de lui, il reste inquiet de trouver un moyen de retourner sur Terre où vit sa famille. Il demande au commandant Saren s'il connaît une méthode pour retourner dans son monde, mais comme prévu, le commandant secoue la tête, expliquant qu'il n'en a aucune idée et conseille à Akira de se concentrer pour devenir plus fort à partir de maintenant. Saren promet de le former pour en faire un assassin de premier ordre et demande en retour au garçon de partager ses connaissances sur son propre monde. Akira accepte et après une ferme poignée de main, leur formation commence officiellement. Au cours des jours suivants, Saren explique divers aspects de ce monde, lui racontant l'existence d'elfes et d'hommes bêtes, chacun vivant sur son propre continent. Il soumet Akira à des exercices difficiles, et lorsque le garçon se plaint, Saren explique patiemment que si les niveaux de classe augmentent grâce à la lutte contre des monstres, les niveaux de compétences augmentent grâce à un entraînement persistant. Au cours de leurs exercices, Akira parle de la vie sur Terre, partageant des histoires sur les avions et la technologie sans fil que le commandant trouve fascinante.
Akira admet que ces choses lui semblaient si ordinaires autrefois qu'il ne leur a jamais accordé d'importance. Mais maintenant qu'il n'y a plus accès, il réalise à quel point elles lui manquent. Au fil du mois, Jules s'approche de Saren pour se plaindre de la difficulté de former tout le groupe seul, pendant que Saren était occupée à donner des cours particuliers à Akira. Saren en manque, disant que l'enfant est beaucoup trop intriguant pour l'ignorer, et ajoute que d'après ce qu'il a appris, Akira vient du même endroit que le premier héros connu sous le nom de Japon. Lorsque Saru mentionne que l'enfant a ses compétences de dissimulation au niveau maximum, Jules est visiblement surpris car c'est un exploit que seul le premier héros a réalisé. À ce moment-là, Akira entre avec un livre et admet qu'il s'est faufilé dans les archives pendant la nuit pour le lire. Il pose le livre sur la table, s'enquiert de son contenu et découvre que le chef-d'œuvre a été écrit par le commandant lui-même. Le commandant explique que le roi actuel est un dirigeant corrompu qui cherche à déformer les lois naturelles du monde pour satisfaire ses propres ambitions, quel que soit le nombre de vies perdues. En entendant cela, Akira serre les poings et avoue qu'il était sur le point d'assassiner le roi le jour même de la convocation, mais il a finalement hésité. Saren pose une main sur son épaule et lui dit qu'être qualifié d'assassin ne signifie pas qu'il doit vivre comme tel. Akira rit doucement et accepte, disant que sa mère et sa sœur pleureraient si jamais elles découvraient qu'il était devenu un meurtrier. Le commandant lui assure qu'il pense qu'Akira survivra et trouvera un moyen de revenir. Lorsqu'Akira demande curieusement pourquoi Saren lui fait si facilement confiance, le commandant sourit et explique que c'est parce que le garçon a fait preuve d'une prévoyance et d'un sang-froid remarquables. Il souligne comment Ikira a remis en question la situation et a agi avec prudence dès le moment de l'invocation, plutôt que d'accepter aveuglément ce qu'on lui a dit, ce qui prouve son potentiel en tant que quelqu'un qui pense au-delà de ce que les autres peuvent voir. Akira explique qu'il a toujours été un personnage de fond depuis son enfance, quelqu'un qui se fondait dans la foule et était à peine remarqué par quiconque. Recevoir de véritables éloges pour la première fois lui fait ressentir un sentiment de chaleur. Au fur et à mesure que l'histoire avance, le groupe de héros invoqués est escorté vers le labyrinthe où une foule nombreuse les acclame avec admiration. Parmi le bruit, Akira remarque une silhouette mystérieuse dans une capuche qui regarde le groupe de loin. Il apparaît à côté d'elle, surprenant la femme et lui demandant ce qu'elle regarde. Elle répond avec colère, disant que de grands sacrifices ont été faits pour invoquer ces soi-disant héros. Avant de partir, elle dit à Akira qu'elle a le sentiment que leurs chemins vont bientôt se croiser. Plus tard dans la journée, à l'intérieur du labyrinthe, les héros invoqués combattent des vagues de monstres avec enthousiasme et travail d'équipe. Cependant, l'un des étudiants se fatigue et s'appuie contre un mur, déclenchant sans le savoir un piège caché qui invoque une horde d'ogres. Akira suggère rapidement à Saren de battre en retraite, tandis que le commandant accepte et utilise sa lame pour libérer une compétence d'épée divine, ouvrant ainsi un chemin pour s'échapper. Au moment où ils montent l'escalier, un autre groupe d'ogres leur barre la route. Tsukasa, le héros, commence à paniquer avant de rappeler la bombe fumigène que lui a donnée la princesse en cas d'urgence. Il le lance vers les ennemis et sourit de soulagement. Seulement pour que ce soulagement disparaisse alors qu'un énorme minotaure au-dessus de leur capacité émerge de la brume. Agissant par instinct, Akira se jette en avant et tente de poignarder la bête, mais à sa grande surprise, son poignard se brise au contact de la peau épaisse de la créature. Akira trouve le héros dans un état misérable et essaie de lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de protéger tout le monde et qu'il doit également compter sur les autres. Akira se rend vite compte que quelque chose est anormal et appelle Yuki, qui est le Dispel Mage. Il lui demande de lui lancer sa magie et le héros semble avoir été maudit. Akira se précipite et dit au commandant qu'il souhaite utiliser sa compétence spéciale. Saren approuve et aide à distraire la bête en utilisant un éclair dessus, tandis qu'Akura se place derrière le monstre et active sa magie de l'ombre. La magie noire apparaît sous notre garçon et il la dirige vers le Minotaure. Des tentacules en sortent et juste au moment où la bête se libère du choc du tonnerre, les tentacules sombres transpercent son corps. Akira utilise tous ses pouvoirs et entraîne le Minotaure au sol. Sa tête est coupée et la bête entière est absorbée par la magie noire. Après cela, Akira est vraiment fatigué et la magie devient incontrôlable. Saren apparaît devant lui et pose sa main sur le garçon, lui demandant de se calmer. Notre garçon se détend et sourit en disant au commandant qu'il a survécu. Alors qu'ils reviennent sains et saufs, le commandant Saren remercie notre garçon, mais Akira admet que c'est uniquement parce qu'il l'a soutenu. Sinon, la magie noire qu'il utilisait était devenue folle alors qu'il l'a pratiquée auparavant. Saren affirme qu'il n'a jamais entendu parler d'une compétence supplémentaire appelée magie de l'ombre, et même si c'est une centrale électrique, son contrôle fait défaut et peut être fatal.
Il conseille à notre garçon d'être prudent lorsqu'il l'utilise. Le commandant donne alors un Shatrana à notre homme et lui dit qu'il a été fabriqué par le premier héros. Akira tient cela et demande pourquoi il lui donne cela à la place du héros actuel. Saren explique que d'une part, Tsukasa possède déjà la lame du héros, et d'autre part, le roi pourrait le remarquer. Il révèle qu'il l'a en fait volé dans le coffre-fort au trésor, et cela explique pourquoi il le lui a donné à la place. Akira cherche alors une inscription sur la lame, et Saren lui dit qu'il ne peut pas la lire. Akira se rend compte qu'il est japonais et dit qu'il y a une prière écrite pour que la lame guide son successeur le moment venu. L'enseignant et l'élève expriment le souhait d'avoir pu rencontrer le premier héros. Lorsque la question de la malédiction sur Tsukasa est évoquée, Akira soutient que la malédiction est si puissante qu'elle ne se brise tout simplement pas. Le commandant dit qu'il sait peut-être qui est responsable et décide de partager l'information avec le garçon. Plus tard dans la nuit, alors que la princesse jette la malédiction sur le héros, Akira apparaît et brise le cristal en deux. Il prend le cristal et pointe sa lame sur la princesse, exigeant de savoir pourquoi elle fait cela. La seule chose que répond la princesse, c'est que tout cela est pour le roi. N'ayant pas réussi à la faire parler, Akira s'en va et la princesse ouvre un placard, révélant de nombreux cristaux maudits, chacun appartenant aux enfants invoqués. Akira montre le cristal au commandant et sa reine demande s'il a révélé son visage à la princesse. Le garçon admet qu'il a commis une erreur et qu'il voulait seulement entamer une conversation avec elle, même si cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Sa reine explique qu'elle n'est qu'une marionnette du roi et dit au garçon de se reposer pour la nuit. Lorsqu'il le prévient d'éviter de dormir à l'intérieur du château, Akira lui demande la raison. Le commandant explique que désormais la princesse pourra maudire tout le monde sauf le héros. Et comme elle ne peut pas maudire Akira, comme il n'a jamais révélé son statut, elle préfère le faire assassiner. Akira demande à l'homme s'il n'est pas en colère contre lui pour avoir agi de manière si imprudente. À quoi le commandant, exprimant son affection paternelle, répond gentiment que les aînés ont le devoir de subvenir aux besoins de leurs jeunes. Le lendemain, Akira se réveille au son de l'agitation. Il se dirige vers la fontaine du château et y trouve une foule de gardes rassemblés. Curieux, il demande ce qui s'est passé et l'expression de Tsukasa devient triste lorsqu'il mentionne qu'il s'agit de sa reine. L'assassin se précipite et trouve son professeur gisant sans vie sur le sol avec un poignard planté en plein cœur. Il crie de douleur, pleurant la perte de sa seule famille au monde. Mais ses maudites camarades de classe le traitent d'impudent et l'accusent d'avoir commis le meurtre, arguant que le poignard lui appartient. Akira essaie d'expliquer qu'ils ont tous vu son poignard se briser, mais la foule soumise au lavage de cerveau refuse d'écouter. Tsukasa le défend, mais le roi apparaît et ordonne à ses soldats de s'occuper du meurtrier, tandis que la princesse rit. Akira active alors la présence cachée et disparaît de la scène en un instant. Il appelle Giles, qui recule légèrement, et l'informe que les responsables de cela sont l'escouade d'assassinat direct du roi, connue sous le nom de Night Ravens. Il lui dit qu'ils sont maintenant après lui. Jules lui ordonne de récupérer son équipement de voyage dans la chambre du commandant et de s'échapper immédiatement. Akira suit les instructions et se demande si sa reine avait déjà anticipé cette issue. Cette nuit-là, le roi tient une audience avec la princesse et remarque qu'il ne s'attendait pas à ce que le commandant tombe si facilement. La princesse rapporte que la malédiction sur tout le monde sauf le héros est terminée. Ils envisagent de faire la guerre au royaume de l'Est et d'utiliser les héros invoqués comme pions jetables. Le roi est convaincu qu'Akira mourra quelque part dans la forêt, mais pour assurer sa sécurité, il ordonne à la princesse d'envoyer les corbeaux nocturnes le poursuivre. Durant ses jours d'entraînement, sa reine avait dit à Akira que le meilleur endroit où se cacher lorsqu'il était poursuivi était le labyrinthe, même si le seul problème serait le manque d'eau. Sa reine lui avait conseillé d'être prudent à ce sujet et avait mentionné que pour augmenter ses niveaux de compétences, il pourrait s'aventurer plus profondément dans le labyrinthe. Quand Akira a demandé pourquoi tout le monde ne faisait pas cela, le commandant a expliqué à quel point cela pouvait être dangereux. Il dit au garçon que sa capacité de dissimulation ne suffirait pas à tromper l'odorat et lui améliorer des monstres de niveau supérieur. Cependant, s'il parvenait à augmenter son niveau de compétence d'assassin, il pourrait éventuellement devenir capable d'effacer son odeur, son son ou même sa chaleur corporelle. Akira suit tout ce qui lui a été demandé de faire et après plusieurs jours, il a réussi à atteindre le niveau 69. Le commandant lui avait dit qu'une fois que le niveau de classe d'une personne atteint 100, elle éveille une compétence spéciale. Et Akira est convaincu que cela lui donnera le pouvoir dont il a besoin pour survivre. Sa reine lui avait également expliqué comment le labyrinthe fonctionnait sur un système d'étages avec un puissant boss apparaissant tous les 10 étages.
Se souvenant de tout cela, Akira se tient désormais devant la porte massive menant au patron du 70e étage. Saren l'avait prévenu un jour qu'une fois qu'un challenger entre dans la chambre d'un boss, personne ne peut en sortir jusqu'à ce que le boss ou le challenger meure. Akira sait que le risque est immense, mais le potentiel de croissance est encore plus grand, alors il s'avance et entre dans la pièce. Là, il fait face à un lion monstrueux avec des cobras sortant de son corps. Le lion serpent le frappe, laissant de profondes blessures, mais Akira refuse de céder, sachant que s'il meurt, il perdra à la fois sa chance de rentrer chez lui et son espoir de venger Saren. Le boss le repousse avec une force brutale, et sans autre option, Akira libère sa magie de l'ombre à pleine puissance. Des tentacules sombres éclatent, déchirant la bête monstrueuse et la déchiquetant en d'innombrables morceaux avant qu'Akira ne s'effondre d'épuisement. Alors qu'il est inconscient, sa magie de l'ombre s'active d'elle-même, enveloppant complètement son maître et commençant à guérir ses blessures en utilisant le mana stocké. Pendant ce temps, de retour au château, le héros Tsukasa prépare ses camarades de classe pour leur voyage pour vaincre le Seigneur Démon, bien que la tension monte alors que les étudiants commencent à blâmer Akira pour la mort du commandant Saren. Se souvenant de ce que Jules leur avait dit à propos de la malédiction, Tsukasa décide d'y aller seul, mais quelques-uns de ses camarades de classe se lèvent pour l'accompagner. Leur demande est facilement approuvée puisque le roi ne peut pas nier son propre décret ordonnant aux héros de tuer le Seigneur Démon. Avant leur départ, Tsukasa demande pourquoi ils ont choisi de le rejoindre. Yuki explique qu'aucun d'entre eux n'est maudit et qu'elle l'a confirmé en utilisant ses capacités de mage dissipateur. Kyusug ajoute qu'il pense que cela pourrait être lié à ses propres actions, rappelant qu'il a déjà brisé des cristaux dans une pièce étrange. Bien que son souvenir de l'événement reste flou, tout ce dont il se souvient par la suite, c'est d'avoir tenu un katana à la main. Il semble que cela soit lié à la compétence unique de Jules, connue sous le nom de suggestion, qui peut obliger quelqu'un à effectuer une action spécifique, quelle que soit la force de la malédiction qui l'afflige. Après s'être assuré que le dernier souhait du commandant était exaucé, Jules ressent un sentiment de soulagement et prie silencieusement pour la sécurité et le succès des héros. Pendant ce temps, Kyusug se rend compte que s'ils veulent vraiment vaincre le Seigneur Démon, ils doivent trouver et unir leurs forces avec Akira. Il regrette profondément de ne pas avoir pris la parole plus tôt et se reproche d'être resté silencieux sous l'influence de la malédiction. Ses pensées reviennent à un souvenir de son séjour sur Terre lorsqu'il a découvert qu'Akira occupait des emplois à temps partiel et mal rémunérés. Akira lui avait demandé de n'en parler à personne, en particulier à sa sœur cadette Yu, car il ne voulait pas qu'elle s'inquiète pour lui. Au cours de cette conversation, les deux garçons ont découvert que leur sœur était en réalité des amis proches. L'histoire revient ensuite à Akira, qui reprend conscience après s'être remis de ses blessures. Par coïncidence, lui aussi avait bu du kyusu et peut silencieusement espérer que son ami était en sécurité. En se levant, il constate que toute sa douleur a disparu. En vérifiant son statut, Akira constate que ses statistiques sont montées en flèche, que ses points de vie sont entièrement restaurés et que même ses côtes cassées et ses jambes empoisonnées sont complètement guéries. Il se rend également compte que sa magie de l'ombre a augmenté 2 fois et qu'elle semble beaucoup plus facile à contrôler. Déterminé à continuer d'avancer et de découvrir la vérité derrière sa nouvelle force, Akira s'aventure plus profondément dans le labyrinthe. Finalement, il atteint le 75e étage où un slime tombe soudainement d'en haut. Instinctivement, il recule et se demande ce que fait un slime à un niveau aussi profond et dangereux. Alors qu'il le traverse, un elfe d'une beauté saisissante en sort comme une invocation gacha. Akira décide d'utiliser enfin sa compétence de vision du monde, qu'il évite depuis longtemps. Instantanément, un flot écrasant d'informations remplit son esprit, lui causant une vive douleur à la tête, et il annule précipitamment la compétence, décidant de s'abstenir de l'utiliser à nouveau, sauf en cas d'absolue nécessité. À ce moment-là, l'elfe Amelia reprend conscience. Akira demande si elle va bien, et à partir du bref instant où ses yeux du monde sont actifs, il sait déjà que ses PV sont tombés dangereusement bas et qu'elle possède également la même compétence d'œil du monde. Regardant autour d'elle avec confusion, Amelia demande où elle se trouve, et Akira explique qu'ils sont dans le grand labyrinthe de Kantinen. Elle s'interroge alors sur ce qu'il fait là et l'appelle même par son nom, après avoir déjà vérifié son statut grâce à ses propres compétences. Lorsqu'elle se sent en sécurité, Amelia se détend et s'effondre à nouveau, perdant connaissance. Se rendant compte qu'elle a développé de la fièvre, Akira la ramène doucement au 69e étage où se trouve une source d'eau. Après un certain temps, l'elfe se réveille en se sentant faible et affamé. Akira lui offre d'abord de l'eau, l'aidant à boire, puis lui donne à manger tout en engageant une conversation légère. Pendant le repas, Amelia demande curieusement si c'est lui qui l'a porté jusqu'ici et s'il a tenté quelque chose d'inapproprié.
Akira la rassure sur le fait qu'il est un gentleman, afin qu'elle puisse dormir tranquille sans s'inquiéter. Alors qu'Akira dit à Amelia de se reposer davantage maintenant qu'elle a mangé, elle s'allonge et mentionne avec désinvolture qu'elle est de sang royal. Akira répond calmement qu'il le sait déjà. Emilia admet alors que personne ne l'a jamais traitée avec autant de gentillesse auparavant, et peu de temps après, elle s'endort à nouveau. Akira active sa compétence de détection de danger pour assurer leur sécurité avant de s'endormir également. Le lendemain, alors qu'Akira continue de descendre plus profondément dans le labyrinthe, Emilia le suit et utilise sa puissante magie de gravité pour l'aider tout au long du chemin. Quand Akira demande pourquoi elle la suit, elle prétend qu'elle se dirige simplement dans la même direction. Akira lui dit qu'elle devrait se concentrer sur sa protection alors qu'ils entrent tous les deux dans la chambre du patron au 8e étage. À l'intérieur, ils sont confrontés à un énorme dragon bleu qui déclenche immédiatement une attaque respiratoire dévastatrice en guise de cadeau bienvenu. Akira et Emilia utilisent ensemble la magie de la dissimulation et de la gravité, mais les forces écrasantes du dragon font voler Akira. Emilia lui conseille rapidement de mélanger son mana à l'environnement puisque le dragon peut le sentir. Mais comme Akira ne sait pas comment faire, il décide de tenter le contraire. Il canalise tout son mana vers l'extérieur, créant une distorsion qui confond les sens du dragon, puis frappe rapidement, poignardant la bête et la vainc. À ce moment-là, le corps du dragon commence à briller et de la lumière déclinante, un chat noir avec un seau rouge sur le front apparaît devant eux. Emilia vérifie et dit que le chat n'a pas encore mis le pied dans l'eau et qu'il n'est qu'affaibli. Elle révèle également qu'il possède une compétence supplémentaire appelée métamorphe, ce qui explique pourquoi le chat avait la forme d'un dragon. Elle utilise en outre ses yeux du monde et révèle que son nom est Chat Noir. Quand Emilia demande à Akira pourquoi il n'utilise pas ses yeux du monde, il répond qu'il ne peut pas les contrôler correctement puisqu'il n'est qu'au niveau 1. Mais elle affirme que c'est simplement parce qu'il continue de les rejeter. À ce moment-là, le chat reprend conscience, dégoûté à l'idée d'être vaincu par des faibles comme un humain. Le chat qui parle déclare qu'il a été créé par le Seigneur Démon et se dit fièrement intelligent. Lorsqu'Akira avertit le chat d'arrêter d'agir avec arrogance, il lui demande calmement de mettre fin à ses jours, mais lui demande d'abord de le laisser transmettre un message du Seigneur Démon. Le corps du chat brille d'une aura rouge, car il indique que le Seigneur Démon souhaite qu'Akira le rencontre dans son château, au plus profond du continent démoniaque, un volcan. Akira trouve la situation étrange et demande comment le Seigneur Démon savait qu'il finirait dans cet endroit, mais le chat répond qu'une telle connaissance dépasse sa compréhension. Après avoir rempli son objectif, le chat insiste pour qu'Akira l'achève, mais il refuse et essaie à la place de trouver un moyen de le sauver, se sentant mal à l'aise à l'idée que toute la race des démons est leur ennemi. Amelia essaie de raisonner Ashera en lui disant que la porte ne s'ouvrira pas avant la mort d'un côté, et quand le chat noir lui demande pourquoi il ne va pas déjà l'achever, Akira fait une excuse boiteuse en disant qu'il adore tout simplement les chats et surtout est impressionné qu'il puisse parler. Le chat noir se moque de lui et dit qu'il peut mourir de faim ici, mais Akira soutient qu'il doit y avoir une sorte de faille. Emilia révèle enfin qu'un pacte de maître-serviteur pourrait fonctionner, et même si elle et le chat noir expliquent les risques que l'un d'eux meure au cours du processus, Akira décide de prendre le pari. Il s'assoit à côté du chat et demande à Emilia de le guider tout au long du processus. L'elfe lui dit de donner d'abord un nouveau nom au chat, et alors qu'Akira presse sa main contre sa douce fourrure noire, il décide de l'appeler Nuit. L'étape suivante consiste à prendre la patte du chat et à y verser son mana. Puisqu'il n'y a pas de retour une fois qu'il a commencé, Amelia s'inquiète pour lui, mais Akira la rassure en lui disant qu'il n'a pas l'intention de mourir. Il suit les instructions et se retrouve soudainement noyé dans une vaste mer jusqu'à ce qu'il tombe du ciel au-dessus d'une ville en feu. La scène semble sortir tout droit des souvenirs de Knight, le montrant faisant des ravages partout. Akira lui tire dessus pour l'arrêter, mais le chat se retourne contre lui et le met au défi de dégainer sa lame et de la vaincre s'il souhaite revenir vivant. Knight prévient Akira que si son âme meurt ici, son corps deviendra un cadavre vivant, et lorsqu'il sera griffé à l'intérieur de ce monde, cela se reflètera dans la réalité alors que du sang commencera à couler de son oreille, inquiète Emilia pour sa sécurité. Akira fait croire au chat qu'il fait tout son possible, et lorsque le chat attaque, il le laisse intentionnellement le poignarder en souriant. Lorsque le chat dit qu'il lui suffit de le finir, Akira répond calmement que cela n'arrive pas et souligne que le chat ne veut pas vraiment tuer qui que ce soit non plus. Le chat insiste sur le fait que c'est un monstre qui parle, mais Akira rétorque qu'il n'y a aucune règle disant que les monstres doivent détruire les autres races.
Il apaise la créature et lui assure qu'il la surveillera, donc rien de tel ne se reproduira plus. Alors que le monde commence à disparaître, Akira et le chat se réveillent dans la vraie vie. Lorsqu'Akira touche le chat, la couleur de la fossile de la meute change, indiquant que leurs âmes sont désormais liées. Emilia se sent soulagée et heureuse, tandis qu'Akira se présente correctement au chat. La nuit le trouve intéressant et lui promet sa vie. Puisqu'il n'est plus le boss d'étage, le labyrinthe reconnaît le changement et un portail de téléportation brillant et bleuâtre émerge. Avec Night affaibli et ayant besoin de repos, les trois décident de rester dans la chambre pendant un moment pour se détendre et bavarder pendant un moment, sachant qu'aucun monstre ne peut y écouter ou y lancer une attaque surprise. Ils profitent de ce moment de paix pour en apprendre davantage les uns sur les autres. Pendant ce temps, Tsukasa et le reste du gang arrivent à un endroit appelé Yamato, qui dégage une forte ambiance japonaise depuis qu'il a été fondé par le premier héros. Ils passent du temps à essayer de nouveaux vêtements et à goûter la délicieuse cuisine locale après avoir profité d'un bain chaud relaxant. Yukit et Shiori semblent également passer un bon moment. Une fois qu'ils sont tous installés, Tsukasa commence à analyser leur situation actuelle et souligne qu'ils sont presque fauchés, sur quoi Nani suggère qu'ils pourraient devenir des aventuriers pour gagner de l'argent et couvrir leurs dépenses. Après avoir accepté cela, Tsukasa dit que le prochain problème est leur manque d'informations sur ce monde. Daisuke mentionne qu'il pourrait y avoir un livre quelque part qui explique comment ils peuvent retourner sur Terre, mais Tsukasa pense que vaincre le Seigneur Démon serait le moyen le plus rapide. Lorsque Kyusu demande pourquoi il pense cela, Tsukasa explique que puisque c'est le roi et la princesse qui les ont invoqués, ils connaissent peut-être aussi une méthode pour les renvoyer, c'est pourquoi il veut accumuler des succès pour gagner le droit de négocier avec eux. Il planifie à l'avance pour le continent démoniaque une fois qu'ils auront suffisamment de fonds et d'informations, mais Kyusuke lui conseille qu'il serait préférable de se regrouper d'abord avec Akira. Il explique qu'Akira est bien plus fort que n'importe lequel d'entre eux et que même s'il n'est pas sûr qu'il accepterait de travailler avec eux, il devrait l'attendre ici et s'entraîner pour devenir suffisamment fort pour se tenir à ses côtés afin de pouvoir le convaincre de rejoindre leur cause. Alors que l'histoire recule, Emile raconte son histoire tragique, comment sa sœur Kilika l'a conduite vers une falaise, où tous ses proches se sont opposés à elle et l'ont forcée à sauter. Lorsqu'elle reprit conscience, elle se retrouva loin de son pays, allongée sur le rivage où elle fut engloutie par une bave noire. Elle explique que lorsqu'elle a rouvert les yeux, elle s'est retrouvée devant Akira. Night se demande comment le slime l'a laissé non digéré, mais Emilia est reconnaissante envers la créature car cela l'a amenée à rencontrer Akira. Akira essaie de la convaincre de revenir et de régler les choses, affirmant que les conflits entre frères et sœurs sont normaux, mais Emilia refuse catégoriquement, insistant sur le fait qu'elle ne pourra jamais revenir en arrière. L'assassin partage ensuite une histoire sur sa propre sœur, rappelant comment il a offert un téléphone portable à Yu et qu'elle s'est fâchée contre lui pour avoir trop travaillé pour l'acheter. Leur mère malade avait essayé de les calmer et Akira explique que les disputes familiales sont normales et qu'ils se réconcilient toujours et deviennent plus forts par la suite. Lorsque Night souligne que la famille d'Akira est toujours dans l'autre monde, Akira admet qu'il veut revenir, mais qu'il doit d'abord s'occuper de quelque chose. Il parle de venger la mort de sa reine, qui lui a tout donné, et regrette que le commandant soit peut-être encore en vie sans lui. L'idée de se venger lui fait perdre son sang-froid, et son mana devient incontrôlable. Mais avant que cela ne le submerge, Emilia crie son nom et le ramène à la raison. Après qu'il se soit calmé, Night et Emilia lui demandent s'il parlait de sa reine mitraille, et il s'avère que le commandant était célèbre sur tous les continents. Pour détendre l'ambiance, Akira tend ses gants vers Night, et comme prévu, les instincts du chat entrent en jeu. Il explique comment il jouait avec des chats errants, et Akira et l'elfe commencent à serrer le chat dans leurs bras. Night dit à son maître d'être un peu plus sérieux, lui rappelant que leurs âmes sont désormais liées, et que si l'une d'elles venait à mourir, l'autre mourrait aussi. Cependant, comme effet secondaire de ce lien, ils ont l'avantage de pouvoir communiquer les uns avec les autres, quelle que soit la distance qui les sépare. Emilia devient jalouse, souhaitant être celle qui partage son âme avec Akira au lieu du chat. Après s'être reposé, le groupe se dirige vers le cercle bleu. Amelia explique que selon le mythe, un cercle bleu pâle a le potentiel d'emmener quelqu'un là où il souhaite aller. Elle ajoute que si plusieurs personnes l'utilisent, il choisira au hasard une personne et la téléportera vers la destination qu'elle désire. Dans ce cas, Emilia et Night souhaitent aller où Akira veut et les trois entrent dans le cercle. Akira envisage brièvement de se téléporter sur sa propre planète, se demandant si le cercle magique pourrait réellement faire cela, mais il met rapidement cette pensée de côté,
sachant qu'un tel souhait devrait attendre. Alors qu'ils sont téléportés, Amelia prend peur lorsqu'elle se rend compte qu'ils sont arrivés sur le continent forestier où vivent les elfes. Elle dit qu'elle n'était pas encore prête à revenir, et à ce moment-là, une flèche vole vers eux, ce qu'Akira sent rapidement et met Amelia hors de danger à temps. Il élimine immédiatement celui qui a attaqué, et Amelia reconnaît l'elfe comme étant l'âme. L'homme la traite de traître et lui dit qu'il n'y a plus de place pour elle dans le royaume. Akira le frappe au cou, l'assommant, mais prévient Emilia qu'ils sont encerclés. À ce moment-là, sa sœur apparaît, marchant vers eux avec de la colère dans les yeux, et appelle Emilia l'enfant du fléau. Akira se rend compte que la tension entre les sœurs est bien pire qu'il ne l'avait imaginé. Au fur et à mesure que l'histoire rembobine, Emilia se souvient de son passé lorsqu'elle était escortée par les gardes royaux. Elle leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter pour elle, mais comme le roi est absent, ils insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas risquer de laisser la princesse et elle seule. Emilia regarde sa sœur s'entraîner et travailler dur sur ses compétences, admettant que Kilika semble beaucoup plus capable qu'elle et se sent véritablement impressionnée. Les gardes royaux sont d'accord avec elle, tout en lui rappelant qu'elle est destinée à devenir la future dirigeante. Un jour, Liam, son fiancé, s'approche de la princesse et lui annonce qu'il annule leur fiançailles. Elle répond calmement que c'est son père qui donne ce genre de coup, mais Shilika intervient, répétant les mêmes mots que Liam avec un sourire aux lèvres et l'appelle même l'enfant du fléau. Plus tard, Shilika encadre sa sœur, retournant tout le monde contre elle, et même Liam la considère comme inapte à être une princesse. Alors que l'histoire revient au présent, Emilia se retrouve une fois de plus dans la même position vulnérable. Elle dit à sa sœur qu'elle va tout simplement partir, mais Kilika n'a clairement pas l'intention de la laisser partir si facilement. Lorsque sa sœur l'appelle à nouveau en disant que c'est une absurdité, Akira s'avance et dit à la princesse d'arrêter. Lorsque Kilika demande à savoir qui il est, Akira répond qu'il n'est qu'un assassin de passage. Lorsque l'assassin demande ce qu'Emilia a fait exactement, la princesse montre son bras et accuse sa sœur de l'avoir empoisonné. À ce moment-là, Kilika se dirige vers Akira et ses yeux commencent à briller. Emilia lui crie de ne pas regarder sa sœur dans les yeux, mais il est déjà trop tard. La peur la remplit alors que Kilika utilise sa compétence de contrôle hypnotisé sur Akira, déclarant que son cœur lui appartient désormais. Emilia demande avec colère que sa sœur annule le sort immédiatement, mais alors que les deux se disputent, Akira les fait calmement taire, révélant qu'il n'a jamais été affecté par l'enchantement. Knight explique que les compétences mentales échouent lorsque le niveau de la cible dépasse celui des lanceurs de sorts, bien que Kilika refuse d'accepter qu'un simple paysan puisse être plus fort qu'elle. Akira dit alors à la princesse de retirer ses fausses accusations et d'effacer le nom de sa sœur, insistant sur le fait qu'Emilia ne pourrait jamais commettre un tel crime. Enragé, Ilika ordonne à ses soldats d'éliminer Akira immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse libérer son pouvoir, le roi elfe apparaît et ordonne à tout le monde de se retirer. Il demande une explication sur ce qui s'est passé pendant son absence et se rend vite compte que Kilika a hypnotisé les gardes. Le roi lui dit sévèrement de dissiper la magie immédiatement, puis se tourne vers Emilia et Akira, présentant des excuses au nom de sa fille. Lorsque le roi ordonne à Akira de partir, Emilia s'avance pour le défendre. Mais le roi désapprouve les étrangers sur le sol elfe. Sa colère grandit quand Emilia déclare que si Akira part, elle l'accompagnera. Akira affirme qu'Emilia a le droit de choisir et quand le roi s'y oppose, Akira saisit sa lame, le prévenant de ne pas la forcer. Liam reprend conscience et rapporte comment l'assassin l'a vaincu. Le roi réalise que la force d'Akira n'est pas que des mots et décide de le tester en duel contre Kilika. Le perdant obéira au vainqueur. En chemin vers le grand arbre du combat, Akira interroge la princesse sur l'enfant de la désolation. Emilia explique que c'est une ancienne légende, des jumeaux, l'un diffère et apporte la ruine. Ses cheveux et yeux la marquent. Meg dit que ses croyances sont de la superstition. Akira dit discrètement à Emilia qu'il aime ses traits uniques, la faisant rougir. Alors qu'ils approchent de l'arbre, la tension monte. Emilia avertit Akira d'être vigilant, le duel va commencer. Kilika tire son épée, Akira compte utiliser la sienne rengainée. Quand Kilika le lui fait remarquer, il se moque d'elle, disant qu'elle ne veut pas qu'il la tue. Le roi lance le duel. Malgré les efforts de Kilika, Akira s'échappe comme une ombre, esquivant ses attaques sans effort. Akira joue avec elle, puis elle devient sérieuse et utilise sa magie de bœuf perfectionnée. Elle envoie des vagues de vent tranchant l'air. Mais avant qu'elle ne s'excite, Akira la fait trébucher et pose son épée sur son épaule. Il lui dit que sa sœur la loue et lui demande si elle pourrait redevenir amie avec elle. Kilika méprise l'idée de paix et devient folle. Akira a du mal à se défendre et dit à son chat de protéger Emilia. Kilika déverse ses émotions, hurlant que sa sœur lui a tout pris.
Alors que le combat fait rage, Kilika se souvient. Emilia était un médium spirituel légendaire, par qui le monde plierait. Les elfes se sont réjouis, croyant leur terre sûre. Mais depuis ce jour, Kilika a perdu toute l'attention et l'admiration. En y pensant, Kilika perd complètement le contrôle. Pour la protéger, Liam se précipite avec une branche d'arbre sacré. Amélie active ses pouvoirs et la magie hypnotisante de Kilika disparaît. Kilika attaque à nouveau. Akira réalise que s'il esquive, d'autres pourraient être blessés, ne lui laissant pas d'autre choix que d'activer sa magie des ombres et d'absorber ses attaques. Comme prévu, la compétence consume tout, y compris la princesse. Mais Akira la rappelle et ordonne aux ombres de le dévorer. L'énergie sombre tourbillonne autour de lui, couvrant son corps et formant une aura étrangement similaire à la magie de bœuf d'ombre. Quand Kilika charge, Akira dévie son attaque avec facilité, la projetant à travers le champ. Alors que son épée lui échappe, Liam et Emilia s'avancent. Il devient clair que Liam n'était pas sous son sort. Quand Kilika crie, suppliant d'être puni, le roi déclare solennellement que c'est lui qui mérite la punition. Le vieil homme admet qu'Emilia n'a rien volé à sa sœur, mais que c'est lui qui lui a tout pris. Le roi libère le sort de blocage de mémoire sur Kilika, restaurant ses souvenirs. Kilika se souvient s'être entraîné dans le donjon, autorisé seulement au 3e étage. Lors d'une session, une figure mystérieuse lui a remis un orbe verdâtre, affirmant qu'il l'aiderait à devenir plus forte en invoquant des monstres. Naïvement, Kilika activa l'orbe, libérant une épaisse fumée d'où émergèrent des ogres. Repoussée, elle paniqua et s'enfuit du donjon, croyant que la bête ne pouvait pas franchir ses limites. Cependant, à son horreur, les ogres s'échappèrent menaçant son peuple. Kilika se précipita pour les arrêter et lutta désespérément contre gobelins et ogres. Liam et les autres vinrent la défendre, mais dans le chaos, le pauvre garçon fut tué par un gobelin sous ses yeux. De retour au présent, le vieil homme dit à sa fille que Liam était mort ce jour-là et qu'ils ont dû effacer ce souvenir. Il explique qu'Emilia a sauvé tout le monde avec sa maîtrise des sorts, créant 2 sorts puissants, gravité et résurrection. La résurrection a réussi et a ramené Liam à la vie, mais le roi note que les gens ont pu sembler distants car elle était la seule à ignorer ce qui s'était passé. Il dit qu'en cachant cette vérité, un mur s'est formé entre eux, s'alourdissant avec le temps. Il a demandé à Kilika de livrer la bataille pour qu'elle retrouve la fierté de sa force et cesse de dépendre de son hypnotisation. Akira réalise qu'il était utilisé, mais le vieil homme admet que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Liam avoue alors que son objectif était de garder les sœurs séparées avant que la haine de Kilika ne se renforce, mais ce faisant, Amelia a fini par être exilée. Lorsque Kilika demande si Liam a déjà été sous son contrôle, le roi explique que lors de la résurrection, une feuille de l'arbre sacré a fusionné avec son corps, annulant complètement son talent hypnotisé sur lui. Laïm s'excuse sincèrement auprès de Kilika et elle comprend enfin que ce qu'elle pensait autrefois être la pitié de tout le monde n'était que leur préoccupation pour elle. Elle éprouve un profond regret d'en vouloir à sa sœur qui avait corrigé ses erreurs depuis le début et se considère comme une idiote. Emilia la rassure en lui disant qu'elle est véritablement gentille et attentionnée dans son cœur. Les 2 sœurs s'embrassent tandis que les elfes se précipitent pour soigner les blessures de Kilika. Liam dit à Akira que même sans compter sur ses compétences hypnotisantes, tout le monde adore naturellement la petite princesse et tout ce qu'ils ont toujours voulu, c'était qu'elle réalise elle-même cette vérité. Alors que la nuit tombe et qu'un grand festin a lieu, Akira demande au roi elfe si cela signifie qu'il a gagné. Le roi sourit et répond que la célébration est en son honneur. Akira dit alors que quoi qu'Emilia décide de faire à partir de maintenant est entièrement son choix, et le roi hoche la tête, tenant parole et acceptant la proposition. Le vieil homme demande alors à Fajiro où il compte aller ensuite, et Akira répond qu'il a l'intention de se rendre sur le continent des hommes bêtes, parce que son familier lui a dit que le pays est rempli d'armes puissantes qui pourraient lui être utiles. Plus tard dans la nuit, alors qu'Emilia est seule avec Akira, elle lui demande timidement de l'appeler par son nom. Quand il le fait, elle rougit profondément et lui fait répéter encore et encore. Elle lui dit alors que peu importe où il ira, elle le suivra et promet de toujours rester à ses côtés. Pendant ce temps, Tsukasa et les autres sont déjà partis pour le continent des bêtes au lieu d'attendre Akira, puisque les monstres de Yamato ne leur donnent plus assez de points d'expérience. Et à part Kyusuke et Tsukasa, qui disposent déjà d'armes puissantes, le reste du groupe a besoin d'un meilleur équipement, faisant du continent des bêtes leur prochaine meilleure destination. Le lendemain, Akira et Emilia se préparent à partir et tout le monde se rassemble pour les accompagner. Kilika tient chaleureusement la main de sa sœur et lui dit qu'elle peut revenir quand elle le souhaite.
Liam demande à notre héros de s'occuper de la princesse et Akira répond en lui demandant de faire de même de son côté. Le roi elfe fait allusion à d'éventuelles fiançailles entre Liam et la deuxième princesse, ce qui les fait rougir tous les deux d'embarras. Il annonce alors que des gardes escorteront Akira jusqu'au port. Lorsqu'Akira lui fait remarquer que le port est assez éloigné, le roi explique qu'il y a eu plusieurs enlèvements dans la région, et que c'est la raison pour laquelle il est revenu plus tôt de son inspection. Emilia tient le bras d'Akira et remarque que son père s'inquiète trop, même si Akira est assez fort pour se débrouiller seul. Tout le monde veut les escorter ensemble, même si Hera ne semble pas très contente de la compagnie supplémentaire et les rejette. En chemin, Akira demande tranquillement à Knight pourquoi il se comporte si calmement en présence du roi. Le chat explique qu'il voulait éviter d'attirer l'attention et de causer des ennuis inutiles. Il discute ensuite de la façon dont le seigneur démon peut voir et entendre à travers le chat, bien qu'il ne puisse pas interférer avec ses actions. Knight précise en outre qu'il n'a pas l'intention de trahir Akira. Akira pose au chat une question difficile, l'obligeant à choisir son camp s'il devait un jour s'opposer au seigneur démon, mais l'homme évite seulement de répondre, promettant de régler cette question le moment venu. Emilia dit à quel point Akira est cool et plaisante en disant que peut-être même le seigneur démon veut s'entendre avec lui. Knight considère cela comme une possibilité, expliquant que la magie de l'ombre est inconnue dans ce monde et qu'Akira avait réussi à l'en envelopper lors de leur dernier duel. Akira dit qu'il n'a fait cela que pour empêcher Kilika d'être consommé par l'énergie, mais Knight insiste sur le fait que le mouvement mérite un nom propre et suggère de l'appeler linceul d'ombre. Soudain, Hakkar découvre quelque chose d'inhabituel et ordonne immédiatement à la voiture de s'arrêter. Il explique que sa compétence de détection de présence a détecté les mouvements à proximité, bien qu'il semble que les bandits possèdent également la même capacité. Ils ont pris une elfe en otage dans l'espoir de l'utiliser comme levier pour une victoire facile. Lorsqu'ils remarquent la couleur des cheveux d'Amelia, ils réalisent qu'elle est la princesse et célèbrent ce qu'ils croient être un jackpot. Les bandits mentionnent leur seigneur, Graham, se vantant qu'il les récompensera grandement pour cette capture, mais avant qu'ils puissent profiter de leur succès, Akira active la présence dissimulée et les élimine rapidement. Ensuite, Akira interroge les escortes à propos de cette personne de Graham et elles se souviennent d'un noble nommé Graham qui réside à Uruk, la plus grande nation des hommes bêtes. Akira ordonne aux escortes de livrer les bandits capturés au roi elfe et lorsqu'ils protestent qu'ils sont censés accomplir leur devoir d'escorte, Knight leur dit que la mer est déjà à proximité. Bientôt, le trio atteint le port et parvient à sécuriser un navire pour leur prochaine destination. Alors qu'ils embarquent, Akira partage son plan pour améliorer et réparer ses armes une fois qu'elles auront atteint le nouveau continent. Emilia demande curieusement s'il veut toujours devenir plus fort. Et Akira admet que son objectif est de devenir aussi puissant que possible afin de pouvoir venger sa reine. Meg mentionne un labyrinthe situé au centre-ville qui pourrait l'aider à acquérir de l'expérience, mais dit également qu'elle préfère se reposer car le voyage à venir est long. Emilia, quant à elle, est ravie car c'est la première fois qu'elle voyage par mer. Elle s'imagine regarder des couchers de soleil et observer les étoiles aux côtés d'Akira, mais au lieu de partager son enthousiasme, il passe la plupart de son temps plongé dans les livres. Apparemment, le père d'Emilia lui avait offert une collection entière, et Akira compte tout lire. Durant le voyage, Emilia tente de profiter, mais Akira ne fait que lire ou dormir, ignorant ses tentatives de conversation. À Uruk, Akira remarque que seuls les humains travaillent dur, tandis que les hommes bêtes se promènent librement. Dans les rues, des hommes bêtes s'approchent, exigeant qu'Akira leur remette l'elfe. Pour ne pas attirer l'attention, Akira utilise sa magie des ombres pour les aveugler temporairement, neutralisant la menace discrètement. En ville, Akira remarque que tous semblent mal à l'aise autour d'eux. Emilia demande à Myth si les gens le détestent et le chat répond que les habitants de ce continent ont toujours haï les chats non noirs. Comprenant qu'il y a une longue histoire, Akira n'insiste pas et se dirige vers un hôtel. En chemin, la même fille qu'avant l'espionne, mais il ignore sa présence. Après dîner, le groupe monte se reposer. Malgré 2 lits, Emilia insiste pour partager le même, laissant Akira gêné et silencieux. Knight s'éclipse, ayant des affaires privées. Plus tard, quand Emilia sort de la douche, Akira fait semblant de dormir pour éviter la gêne, ce qui le sauve d'un plus grand embarras. Le lendemain, Knight revient, annonçant un invité. Bientôt, Crow, un forgeron, arrive et appelle Knight le cauchemar d'Adoria. Knight présente Crow comme la raison de la venue d'Akira sur le continent des bêtes, expliquant qu'il est le meilleur forgeron du monde. Akira lui donne son katana à réparer et commande une 20aine d'armes de lancer. Crow accepte, mais exige un prix élevé. Knight explique que Crow, ancien du groupe du héros, a une expertise inégalée et laisse une facture détaillée.
Crow prend l'arme d'Akira et lui dit de le contacter une fois les fonds et matériaux réunis. Knight rassure Akira, Crow est le seul à pouvoir s'occuper de son katana. Mais Akira s'inquiète du paiement et des ressources. Knight lui conseille d'aller au donjon pour ça, mentionnant Brut, mais prévient que l'accès est limité par le rang d'aventurier. Akira s'en fiche, sûr de trouver une solution. Emilia part après Crow, peu bavard. Akira dit à Meg de la suivre pendant qu'il cherche avant d'aller au donjon. Emilia trouve le forgeron et parle du groupe du dernier héros, disant que seuls le héros et les hommes bêtes ont survécu. Crow suppose qu'elle est là pour le blâmer pour l'elfe de leur groupe qui n'a pas survécu, mais Emilia le surprend. Elle veut qu'il lui apprenne à se battre. Crow refuse, ayant juré de ne plus prendre d'apprenti car il meurt ou fuit. Emilia insiste qu'elle ne fera rien de tel, voulant se battre aux côtés d'Akira, expliquant sa faiblesse. Quand elle n'écoute pas, Crow appelle Knight et lui rappelle qu'il n'a accepté que la forge. Knight dit qu'Emilia n'est pas son maître et demande à l'homme bête d'arrêter de l'appeler le cauchemar d'Adoria. Emilia demande si son ancien nom n'était pas Chat Noir. Knight raconte qu'il y a 100 ans, Adoria était la ville la plus prospère du continent des hommes bêtes. Pour avoir envahi le territoire démoniaque, il fut ordonné d'attaquer la ville. Knight explique que sa mission était d'intimider les puissants, mais ses instincts monstrueux ont pris le dessus, le faisant perdre le contrôle. Le chat, transformé en chien à 3 têtes tel Cerbère, a tout ravagé, noyant Adoria dans le chaos et le sang. À cause de ce jour, les habitants l'ont appelé le cauchemar d'Adoria, et depuis, les chats noirs sont un symbole de peur. Akira écoute en silence, leurs pensées étant liées, et réalise que tout est comme il s'y attendait, bien qu'il aurait préféré ne rien savoir. Knight continue, disant que cette destruction fut la raison de sa perte de volonté de vivre, mais il affirme que les choses ont changé, et qu'une telle tragédie ne se reproduira plus tant que son maître veillera sur lui. Il explique être le familier d'Akira, son nom n'est plus le cauchemar d'Adoria, mais Knight. Crow n'a aucune rancune contre Knight, sachant que le chat n'était qu'un outil du Seigneur Démon. Mais le rebondissement, Crow révèle n'avoir jamais cherché à se venger du Seigneur Démon, car le vrai meurtrier de sa sœur était quelqu'un d'autre. Alors que sa sœur aidait les gens après le désastre, elle croisa un noble, Graham Cluster, qui l'écrasa sans pitié. Emilia demande s'il a vengé sa sœur, mais Crow dit qu'elle n'aurait pas voulu ça, trop gentille pour souhaiter la mort. Emilia le confronte, disant qu'il utilise la gentillesse de sa sœur comme excuse pour fuir et éviter sa douleur. Les mots le touchent, la colère de Crow s'enflamme, mais Emilia lui dit qu'elle était pareille, fuyant ses sentiments, jusqu'à ce qu'Akira lui montre son erreur. Crow refuse de la prendre comme apprenti et lui dit de partir. Soudain, le chaos éclate, des monstres envahissent la ville et ravagent tout. Amélie intervient pour protéger les habitants en utilisant sa magie de gravité tout en demandant à Knight d'aider à sauver les autres. Alors qu'elle repousse les démons, un étrange brouillard bleu se répand dans les rues et de l'intérieur apparaît le même démon responsable de l'incident qui a failli endormir l'âme pour toujours. Il se présente finalement comme Orumtress et lui dit que le seigneur démon lui a ordonné de ne pas la laisser mourir. Orum joue de sa flûte et remplit l'air de ce brouillard grouillant de monstres avant d'y kidnapper Emilia. Pendant ce temps, Akira est occupé à abattre les bêtes de son côté lorsque Knight se connecte avec lui pour lui expliquer ce qui s'est passé et s'excuse de ne pas avoir protégé Emilia. Au moment où Akira l'entend, il sent sa poitrine se serrer et part en courant, incapable de supporter l'idée que quelque chose lui arrive. Sur son chemin, il attrape une lame et tranche toutes les créatures sur son chemin jusqu'à ce que la nuit rattrape à nouveau, mais Akira lui dit de reculer alors qu'il active un sort appelé l'enfer ténébreux. Ses émotions deviennent incontrôlables, il se perd dans une pure rage, contrairement à tout ce qu'il avait jamais ressenti sur Terre, absorbant chaque parcelle de magie et chaque monstre autour de lui dans l'obscurité. À ce moment-là, il réalise que pour la première fois depuis sa famille, il y a enfin quelqu'un de vraiment précieux pour lui. Il pense à Emilia et s'effondre d'épuisement après avoir utilisé une magie aussi puissante. La nuit se précipite pour vérifier son maître, et la magie de l'ombre s'active à nouveau d'elle-même, forçant le mode de guérison comme avant. Le linceul d'ombre s'enroule autour d'Akira, et il récupère son mana en quelques secondes seulement tandis que Knight regarde dans un silence stupéfait, la bouche grande ouverte. Quelque temps plus tard, Akira se réveille sur un lit chez Crow et demande où il est. Knight explique qu'il l'a transporté ici après son effondrement. Akira apprend qu'il est inconscient depuis plus d'un jour et 5 heures et qu'il a failli mourir en raison d'un grave manque de mana. Il demande ce qui s'est passé ensuite et Knight lui dit que sa magie de l'ombre s'est réactivée d'elle-même, utilisant le mana stocké pour le guérir. Le chat marmonne que tout ce phénomène défie toute logique et demande à son maître de quel genre de magie il s'agit. Akira admet qu'il est tout aussi désemparé et dit qu'ils le découvriront plus tard puisqu'il y a une question plus urgente à régler.
Il se lève, sort de la pièce et remercie Crow de l'avoir laissé utiliser le lit, lui disant d'ajouter le loyer à sa note. Quand Crow voit Akira se préparer à partir, il se demande si Akira sait même où chercher Emilia, soulignant qu'elle est peut-être déjà au plus profond du territoire des démons maintenant. Mais Akira ne ralentit pas du tout et répond simplement que même si c'était le cas, il n'hésiterait pas à y aller lui-même. Crow dit à Akira de se calmer et lui rappelle que se lancer directement dans la bataille contre les démons sans équipement approprié n'est rien d'autre qu'un suicide. Akira serre les dents de frustration et affirme qu'il s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Mais Crow essaie de le convaincre et lui propose son équipement. Il explique qu'il a divisé l'arme originale d'Akira en deux, affirmant que les poignards conviennent bien mieux à un assassin qu'une épée, et lui dit qu'il ferait mieux de le rembourser puisqu'il a couvert le coût matériel de sa propre poche. Il tend ensuite à Akira une bague, disant qu'elle a été forgée par le deuxième ou le troisième héros. La bague porte une inscription ancienne qui indique qu'elle mènera le porteur où il le souhaite. Et lorsque Crow imite un soignant en train de la lire, il demande comment il pourrait même la comprendre. Akira répond que c'est écrit dans la langue de son monde. Crow explique ensuite que, tout comme le dit la bague, elle possède le pouvoir de révéler l'emplacement de n'importe quel endroit souhaité par le porteur. Akira glisse rapidement la bague à son doigt et une lumière en sort, pointant vers la direction du labyrinthe brut. Crow dit qu'Emilia est toujours à l'intérieur du labyrinthe. Akira le remercie pour tout et part avec Knight. Alors qu'il bouge, Knight se plaint que son maître devrait cesser d'être aussi imprudent après ce qui s'est passé la dernière fois, et Akira accepte, sachant que s'il meurt, le sort de Knight sera également scellé. Alors que la nuit s'approfondit, Orum est occupé à expérimenter son art démoniaque du contrôle maître. Il s'est toujours demandé ce qui se passerait si le sort était lancé sur des humanoïdes, et maintenant il l'utilise sur Emilia. Bien qu'il ne parvienne pas à prendre le contrôle total de sa volonté, il réussit à la rendre complètement immobile. Emilia parvient à parler et demande aux gars pourquoi ils sont dans le labyrinthe. Orum répond calmement qu'il attend son aîné puisque le commandant, en second du démon, peut utiliser les cercles de téléportation alors que lui, étant le troisième, ne le peut pas. Il dit ensuite qu'il est prêt à partager toutes les informations qu'elle souhaite car il s'ennuie et plaisante même en disant que l'assassin pourrait apparaître pendant leur conversation mais n'aurait toujours aucune chance contre lui. Lorsque la princesse elfe grince des dents de colère, il lui dit de ne pas s'inquiéter car le seigneur démon la veut vivante et il ne peut donc pas la vivre. Pendant ce temps, Akira utilise l'anneau et se rend compte qu'Emilia est beaucoup plus profonde dans le labyrinthe. À ce moment-là, l'espionne d'avant apparaît et lui dit qu'elle a quelque chose d'important à partager. Lorsqu'elle demande à être emmenée là où se trouve Emilia, Akira l'attrape par le col et la soulève, menaçant de mettre fin à ses jours sur place, selon qui elle est. La dame panique rapidement et dit qu'elle a utilisé son détecteur d'odeur pour trouver l'emplacement d'Emilia et qu'elle a remarqué qu'Akira se dirigeait dans la même direction. Lorsque Knight souligne que cette compétence n'appartient qu'aux hommes bêtes, la femme se présente comme Leia Légume, la première princesse de la nation des hommes bêtes d'Uruk. Elle explique en outre que son peuple a entendu parler du plan du seigneur démon visant à capturer la princesse Amelia. Akira a toujours l'air méfiant et demande pourquoi elle n'est pas venue le voir plus tôt, ce à quoi Leia répond qu'elle collectait d'abord des informations et des preuves, car elle pensait qu'il ne lui ferait jamais confiance sans preuves. Akira utilise à contre-cœur les yeux du monde sur elle, puisqu'il n'a pas d'autre choix, et confirme que ce qu'elle dit est vrai. Il lui pose ensuite des questions sur sa compétence de barrière spirituelle, ce qui l'a entendu, se demandant comment il est au courant de cela. N'ayant plus d'autre choix, l'IA explique que contrairement aux barrières normales, sa magie peut être lancée sur des cibles en mouvement. Elle lui dit alors que le seigneur démon est après la magie de résurrection d'Emilia et sans perdre une seconde de plus, Akira saute sur le chat et dit à Laia de l'accompagner, croyant que son talent sera utile pour sauver Emilia. Leia sourit légèrement et saute également. Pendant ce temps, dans le labyrinthe, Orum révèle à Emilia que le seigneur démon recherche sa magie de résurrection. Emilia a l'air perplexe, se demandant pourquoi les démons voudraient cela puisqu'ils ne meurent presque jamais, mais Orum admet que même lui ne comprend pas non plus. Il révèle ensuite la quantité d'informations qu'il a recueillies sur sa magie, notamment le fait qu'elle ne peut plus être utilisée avant plusieurs jours, une fois activée. Il sourit en lui rappelant qu'elle l'a déjà utilisée sur elle-même, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas ressusciter Akira une fois qu'il mourra de ses mains. Orem sourit plus largement, disant qu'il a hâte de voir l'expression sur son visage quand ce moment viendra. De retour à Akira, il demanda à la femme de la paix ce qu'elle faisait à Redis lors de sa première rencontre.
Leia explique que sa famille a été kidnappée par un slime noir. Elle révèle qu'avant de devenir membre de la royauté, elle n'était qu'une personne vivant dans un petit village. Un jour malheureux, une bave noire est apparue et a englouti tous les villageois. Elle pense que c'était une sorte de créature expérimentale qui s'est détachée. Akira se demande si ce pourrait être le même qui a avalé Emilia aussi. Leia continue en disant qu'après cet incident, ses capacités ont été reconnues et qu'elle a été accueillie comme princesse. Elle a utilisé son autorité nouvellement acquise pour enquêter sur la vérité, ce qui l'a finalement conduite au royaume de Redis. Elle lui dit qu'outre ses proches, de nombreux hommes, bêtes, humains et même certains elfes ont été capturés et sacrifiés pour accomplir le rituel d'invocation du héros. C'est pourquoi elle était présente lors de l'arrivée des soi-disant héros. Akira admet qu'il fait partie des personnes convoquées et demande si elle le méprise également. Mais Leia reste calme et dit que ce n'est pas lui qui est à blâmer. Comme lui, elle méprise aussi le roi et la princesse. Akira souligne ensuite à quel point toute l'invocation pour combattre l'histoire de l'invasion des démons semble suspicieuse. Le chat parle soudainement, disant que c'est un mensonge complet puisque le Demon Khan n'a pas déclenché de guerre depuis des siècles. Alors qu'ils en discutent, ils atteignent finalement l'entrée et sautent à l'intérieur. Malheureusement, pour descendre aux étages inférieurs, ils devront affronter plusieurs monstres puisqu'il n'y a pas de raccourci. Akira s'impatiente à nouveau et dit qu'il utilisera sa magie de l'ombre pour ouvrir la voie, mais le chat le convainc de ne pas gaspiller son énergie et de lui laisser les petits combats. Knight semble hésitant, inquiet que la transformation puisse lui faire perdre la raison, mais Akira le rassure en lui disant qu'il gardera un œil ouvert et lui dit d'aller de l'avant. Le chat se transforme en cerbère et Akira et Leia sautent sur son dos. Knight charge follement à travers le labyrinthe, commençant à perdre le contrôle de ses instincts, mais quand Akira crie son nom, il recule et se concentre à nouveau. Knight admet qu'entendre la voix d'Akira l'aide à rester conscient, alors Akira lui dit de continuer à parler pour rester ancré et poursuivre leur discussion précédente sur les démons. Alors que le sceau sur le corps de Knight passe du rouge au jaune, il pousse des ailes et continue de descendre plus profondément dans le labyrinthe. Tout en approfondissant, Knight explique que les premiers seigneurs démons ont effectivement attaqué les autres races et pour se venger, les Demonkin ont été chassés dans le continent volcanique aride. Même si les temps ont changé, ces derniers seigneurs démons sont toujours considérés comme des symboles du mal et celui qui en vainc un teint est salué comme un champion. Il continue qu'il y a plusieurs générations, la femme d'un seigneur démon a été tuée par un intrus alors qu'elle était seule. Le meurtrier était un héros d'animé, juste un imbécile en quête de gloire. Mag ajoute que le seigneur démon de cette époque était un esprit doux qui chérissait profondément tout le monde. Akira trouve l'histoire dégoûtante, mais admet que si le seigneur démon actuel a réellement ordonné l'enlèvement d'Emilia, il ne le laissera pas partir aussi facilement. La nuit lui dit que tous les démons ne sont pas pareils. Certains sont cruels, tandis que d'autres recherchent simplement la paix. Bientôt, ils atteignent l'endroit où Emilia est retenue captive et Akira regarde le démon qui se tient devant lui, exigeant qu'il la libère immédiatement. Il fait signe à Leia de lancer sa barrière pour se protéger. Lorsqu'Orum aperçoit Knight, il semble surpris, affirmant qu'il n'aurait jamais pensé que le chat puisse se transformer en cerbère. La nuit s'effondre d'épuisement et Akira lui dit de se reposer, disant qu'elle en a assez fait. Emilia s'excuse, se reprochant tout, mais rougit quand Akira lui dit qu'il n'est pas question qu'il la laisse partir avec quelqu'un d'autre. Tirant ses lames, Akira charge le démon. À ce moment-là, la bête droite du seigneur démon apparaît et dit à Orim que le seigneur démon lui a ordonné d'amener Akira au château. Orim refuse, affirmant que le seul ordre dont il se souvient était de rendre l'assassin vivant. Et il l'a même traité de nuisance. Knight a du mal à croire ce qu'il entend alors qu'Akira lance une attaque surprise, mais Orum la bloque sans effort. La bataille tourne au chaos, Akira frappant sauvagement, tandis qu'Orum contrecarre facilement chaque frappe. Le sang jaillit alors qu'Akira subit plusieurs coups, mais aucun d'entre eux ne s'avère mortel grâce à la barrière de Leia, le gardant à peine debout. Orum commence à célébrer sa victoire précoce, mais Akira active soudainement sa magie de l'ombre appelée Bête de l'ombre. L'énergie sombre se rassemble là où son sang a été versé et plusieurs créatures ressemblant à des loups en sortent en chargeant vers le démon et lui infligeant de lourds dégâts. Akira saisit l'occasion et attaque directement tandis qu'Orum lutte pour se défendre, maîtrisant le troisième commandant du seigneur démon. Cependant, Orum sourit et sort une flûte en jouant pour invoquer des monstres à l'aide. Akira ne peut plus utiliser sa magie de l'ombre juste après l'avoir fait, mais alors que les monstres attaquent, Leia se force à lancer sa barrière spirituelle inversée, sauvant Akira de la frappe.
L'effort draine complètement son mana et elle s'évanouit. Avec Aurum affaibli par le contre-coup, Emilia se libère enfin. Akira lève sa lame pour en finir avec le démon, mais il hésite. Peu importe combien il essaie, il ne peut pas se résoudre à l'achever à cause de l'apparence humaine d'Aurum. Alors qu'il lutte avec ses pensées, le commandant en second du Seigneur Démon, Mihiro, apparaît et demande calmement à Akira si Aurum s'est avéré être un mauvais match pour lui. Pendant ce temps, Akira doute que ce qu'il a fait soit le bon choix ou non. Knight parle à notre garçon par télépathie et lui conseille d'éviter un duel direct avec Mihiro, et Akira accepte sans discuter. Mihiro claque juste après et enveloppe Aurum de magie avant de le jeter de côté, et il fait un petit sourire alors qu'il claque à nouveau et efface toute trace de magie dans la zone, y compris la barrière de Leia. Il dirige ensuite sa magie sur Emilia et soutient qu'il n'a fait cela que pour lui permettre de la porter plus facilement. Et Akira commence à s'inquiéter alors qu'il regarde Mihiro avec une intention de meurtre direct. Knight dit à Akira de garder son sang-froid quoi qu'il arrive et lui rappelle que se mettre en colère ici ne changera pas le fait qu'il s'agit d'un combat qu'il ne peut pas gagner. Et pendant qu'Akira réfléchit à un moyen de sauver Emilia, Mihiro commence à se plaindre d'avoir été envoyé ici pour une misérable petite tâche consistant à enlever une seule princesse. Le commandant en second lance ensuite avec désinvolture une magie de barrière avec un autre claquement et prétend qu'il en a assez de poursuivre les coureurs, laissant Akira sans aucun moyen de s'échapper. Akira sait qu'il a déjà utilisé sa magie de l'ombre et sa présence cachée ne l'aidera pas non plus. Et alors qu'il rabaisse doucement Emilia, le commandant en second du Seigneur Démon lui pose soudainement une question aléatoire, lui demandant si Oda dans son nom signifie rizière. Akira comprend rapidement et Mihiro révèle qu'il est également originaire du Japon, mais prétend qu'il est différent d'eux. Il se présente comme Mihiro Abe. Notre gars se demande pourquoi quelqu'un comme lui travaille avec les démons. Mihiro menace de l'assassiner et de prendre la princesse de force et lance immédiatement son attaque. Akira le charge, mais Mihiro déclenche une autre frappe qu'il esquive à peine. Lorsque Mihiro attaque à nouveau, Akira active sa magie de l'ombre pour l'absorber. Le serviteur du Seigneur Démon trouve cette magie intéressante, mais note qu'Akira semble manquer de mana. Akira grince des dents, tandis que Mihiro admet que même s'il veut voir la magie de l'ombre à son plein potentiel, il ne veut pas prendre de risques. Il prépare un autre sort, mais Knight se lève et dit à son maître qu'il a récupéré. Mihiro demande au chat s'il a changé de camp, et Knight explique qu'il ne sert plus le Seigneur Démon. Knight demande à Akira de mettre fin à leur pacte car il veut éliminer le serviteur du Seigneur Démon avec lui dans une autodestruction suicide. Akira n'aime pas l'idée et dit au chat qu'ils peuvent gérer ça ensemble. Knight lui rappelle qu'il l'a mis en garde contre les actions imprudentes, mais Akura affirme qu'il l'a déjà oublié. Knight se transforme alors en Saren Mitraille et soutient que c'est la seule forme capable d'avoir une chance contre Mihiro. Knight dit à Akura par télépathie qu'il doit se dépêcher car il ne peut pas maintenir cette forme plus longtemps. La forme de Magenserin projette sa pluie de jugement, appelée Marteau de Lumière. Alors que Mihiro tente de lancer un sort pour le bloquer, Akira remarque que ses ombres sont amplifiées par la lumière et dit à Knight que c'est leur chance. Mihiro contre-attaque facilement et lance un autre barrage d'attaque vers eux qu'ils esquivent. Akira active Shadow Shroud et se déplace pour s'approcher du commandant en second du Seigneur Démon, utilisant sa magie de l'ombre pour bloquer les frappes entrantes. Alors qu'il se bat en synchronisation avec Knight, Akira est excité en pensant à ce que cela ferait de se battre aux côtés de sa reine s'il était en vie, et il ressent un sentiment de solitude en son absence. Knight prévient Akira que la transformation prendra bientôt fin, mais Akira lui dit de ne pas s'inquiéter et prétend qu'il terminera le duel avec sa prochaine attaque. À ce moment-là, Mihiro claque à nouveau, mais rien ne se passe et Akira se moque de lui parce qu'il est à court de magie. Son excitation ne dure pas longtemps, car il ressent soudainement une vive douleur et se rend compte qu'Emilia l'a poignardé avec sa main, lui transperçant l'abdomen. Emilia, reprenant conscience, panique et retire rapidement sa main alors qu'Akira s'effondre à plat sur le sol. Elle pleure sur lui, implorant son pardon, tandis que Knight reprend sa forme de chat et se précipite vers Akira pour le surveiller. Il devient clair que le sort de contrôle appelé marionnette a été utilisé par Mihiro au début de la bataille. Mihiro explique que sa magie exploite 100% du potentiel de la cible tout en empilant ses propres pouvoirs, c'est pourquoi Emilia a été obligée de poignarder Akira dans la main. Akira refuse toujours d'abandonner ou de laisser Mihiro prendre Emilia. Il parle avec une ferme détermination, affirmant qu'il ne peut pas mourir sans au moins venger le commandant Saren,
mais ses pupilles se dilatent et il s'évanouit. Au moment où il sort, le mode de guérison par la magie de l'ombre entre en jeu et le répare instantanément. Mihiru, irrité par la persistance d'Akira, lance sa magie pour l'achever, mais à sa grande surprise, l'attaque est bloquée. Akira lévite dans les airs tandis que la magie de l'ombre active le mode combat alors qu'il reste inconscient. Il déplace Akira en pilote automatique comme s'il était contrôlé par lui comme une marionnette. Cela amène Mihiru à se plaindre d'être effrayé. La magie de l'ombre prend le commandement du combat, permettant à Akira d'esquiver facilement les frappes de Mihiru, puis de le lier avec la magie de l'ombre. Cela le menace même d'une voie robotique pour annuler le sortilège sur Emilia et battre en retraite immédiatement. Mihiru refuse obstinément, et alors que la magie de l'ombre commence à donner la leçon au pion du Seigneur Démon, il devient irrité et invoque son aiguille aquatique au-dessus d'Emilia. Akira revient à la réalité alors qu'il reprend le contrôle de son corps et saute immédiatement par-dessus elle pour la protéger. Juste au moment où la magie est sur le point de percer, Crow intervient et la dissipe. Mihiru semble le reconnaître et demande comment il est encore en vie, soulignant que Beatsman ne vivrait qu'une centaine d'années de plus que les humains au maximum. Crow affirme qu'il n'est peut-être pas à pleine puissance, mais il ne s'est pas beaucoup affaibli. Mihiru se rend compte qu'il est en infériorité numérique et se prépare à battre en retraite avec Aurum et le laisse partir, admettant à quel point il est généreux. Lia dit qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il se présenterait, et Crow répond par une remarque stupide selon laquelle il ne faisait que passer. Akira demande au corbeau comment il connaît le démon, mais alors qu'il commence à trembler, le corbeau lui dit de se reposer pendant qu'Akira s'évanouit à nouveau. Cette fois, il se réveille 3 jours et 5 heures plus tard pour retrouver Amelia et Knight à ses côtés. Même s'il est gênant qu'il soit absent depuis si longtemps, il se sent heureux qu'Amelia soit là avec lui cette fois. Crow frappe et entre, souriant de voir Akira réveillé. Akira pose des questions sur l'Aya Lagoon et apprend que Crow l'a renvoyé au palais. Crow amène alors de la compagnie et il s'avère que la fête du héros est arrivée. Nades salue notre gars et les autres sont heureux de le voir aussi, même le sous-commandant Giles est là. Giles dit qu'il connaît Crow depuis un certain temps et qu'il a amené le groupe du héros car il cherchait des armes correspondant à leurs niveaux actuels. Akira sourit en les voyant et Kyusuke admet qu'il est heureux de le voir. Tsukasa explique comment Giles a aidé Kyusuke à lever toutes leurs malédictions. Kyusuke s'excuse auprès de notre homme, insistant sur le fait qu'il aurait dû rester à ses côtés même lorsqu'il a été maudit à l'époque. Tsukasa remercie également Akira, disant qu'il sait maintenant que sa malédiction a été levée grâce à lui, et ajoute qu'il n'aurait pas dû les laisser comme ça, et Akira sourit, sachant que ce n'était pas possible. Après un petit rattrapage, Akira demande à Giles s'il peut quitter le palais royal comme ça. Giles explique qu'il a été en quelque sorte renvoyé de son poste puisque le roi ne voulait plus de cet ordre. Kyusuke dit alors qu'ils sont heureux de l'avoir retrouvé et lui demande de rejoindre leur groupe. Meg intervient, rejetant l'idée au nom d'Akira et disant que c'est tout ce dont Akira a besoin. Le chat se bat avec le groupe de héros, mais Akira calme les deux côtés. Il commence par dire qu'il est soulagé que tout le monde soit en sécurité et pose des questions sur leur plan. Tsukasa révèle son intention de s'en prendre au Seigneur Démon. Knight se moque du groupe pour avoir même pensé qu'ils avaient une chance contre le Seigneur Démon, recommençant presque le combat. Akira ouvre alors la fenêtre et demande à Knight de leur laisser un peu d'espace pendant un moment. Il leur demande ensuite s'ils veulent vaincre le Seigneur Démon pour devenir célèbres. Tsukasa n'est pas d'accord, affirmant qu'ils envisagent de l'utiliser comme levier pour obliger le roi Red Ace à les renvoyer sur leur planète d'origine. Ils soutiennent que si le roi pouvait les amener ici, il devait savoir comment les renvoyer. Ils demandent humblement à notre homme de leur prêter leur force, mais Akira, qui en sait plus qu'eux, souligne des problèmes de réflexion. Il explique brièvement qu'il ne voit pas de négociation possible avec le roi, mentionnant les malédictions qu'ils ont utilisées et ce qu'ils ont fait à sa reine. Akira pense au sacrifice consenti pour les invoquer, mais garde cela pour lui, disant qu'il en discutera plus tard. Il soutient que le commandant en second du Seigneur Démon peut créer des cercles de téléportation et qu'il pourrait y avoir une chance que l'on puisse les relier au monde humain. Il leur assure qu'il infiltrerait le territoire des démons et ferait révéler au gars s'il pouvait le faire, mais d'abord, il doit s'occuper de certaines affaires. Kyusuke demande s'ils peuvent l'aider, mais Akira refuse froidement. Il se refroidit encore plus lorsqu'il leur dit de ne pas s'attendre à une protection, même s'il décide finalement de les rejoindre. Quand il parle de vouloir rentrer chez lui, Amelia part et Akira la suit.
Jules remarque la tension et s'éclipse dans une ruelle étroite, disant qu'il parlera à Croc des armes. Pendant ce temps, le groupe du héros éclate de colère contre Akira pour avoir parlé si durement et les avoir traités froidement. Tsukasa insiste sur le fait qu'il pense toujours qu'il est leur meilleur pari pour rentrer à la maison, tandis que les autres disent qu'il aurait pu au moins essayer d'être doux. Même Kyusuke semble déçu après que toutes ses attentes se soient brisées. Akira suit Emilia jusqu'à une falaise au-dessus de la mer. La dame dit qu'elle sait déjà que le moment est proche où ils devront se séparer, mais admet qu'elle a peur de ce qui se passera lorsque ce moment arrivera. Elle s'excuse de l'avoir poignardé et dit que ça fait mal de penser à ce qu'elle a fait, même si Akira n'arrête pas de lui dire que ce n'était pas de sa faute. Emilia devient soudainement émue et admet quelque chose d'encore plus sombre lorsqu'elle dit qu'elle en est heureuse, car elle sait qu'il l'oubliera une fois rentré chez lui. Mais les blessures qu'elle lui a infligées ne s'atténueront jamais maintenant. Elle se dit horrible et sombre dans la négativité. Hacker lui dit qu'il n'est pas doué avec les mots et lui avoue finalement à quel point elle est spéciale pour lui. Emilia dit qu'elle ne peut pas voir ce que les gens veulent vraiment du point de vue du monde. Et Akira répond que même lui ne sait pas ce qu'il attend. Akira s'approche lentement d'elle avec une forme rare de proposition alors qu'il sort son poignard. Il explique que dans son monde d'origine, un couple échange des alliances lorsqu'ils décident de rester ensemble pour le reste de leur vie. Comme c'est soudain et qu'il n'a pas pu lui procurer une bague, il lui tend le poignard et lui demande de passer une bague à son doigt en utilisant la lame tout en lui disant qu'il supporterait volontiers cette blessure si c'était pour elle. La dame pleure en le serrant dans ses bras et lui avoue également son amour. Et Akira passe également une bague à son doigt avec sa lame. Ils tendent la main avec leurs bagues budgétaires gravées dessus et Akira lui demande son souhait tout en promettant qu'il essaiera de le réaliser. Emilia lui tient la main et lui demande de promettre qu'il ne mourra pas, qu'il ne l'oubliera pas et qu'il ne la quittera pas et qu'il gardera toujours son attention sur elle. Akira le lui promet et les deux partagent un moment romantique et tranquille au milieu de nulle part. C'est là que se termine cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.